Don't sweat the technique. On se retrouve pour la suite du top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire NBA, les underrated. On va donc continuer ce classement. On rentre dans le top 20, ça va être du lourd. On commence par mon choix numéro 20, il s'agit de Brad Daugherty, pivot de 2m13, sorti de North Carolina. Il était le coéquipier de Michael Jordan chez les Tar Heels. Premier choix de la draft 86, on comprend donc qu'il a fait une très bonne carrière universitaire. Ses stats en carrière, c'est 19 points, 9,5 rebonds, 3,7 passes décisives à 55% de réussite. Et à son prime, on est sur des stats de 21,6 points, pratiquement 11 rebonds et 4,4 passes, donc ça c'est à retenir, pratiquement 4 passes et demi par match. Brad Daugherty, c'est l'un tout simplement des meilleurs pivots passeurs de l'histoire. D'ailleurs, si je dois le comparer à un pivot actuel, ça serait plutôt Marc Gasol. Voilà, pas un énorme scoreur, mais un joueur très technique et capable d'envoyer des bonnes passes à ses coéquipiers. Donc c'était quand même un excellent shooter à mi-distance, 3-4 mètres pas plus quand même, et essentiellement jeu dos au panier dans la raquette, grosse panoplie, beaucoup de technique parce qu'il n'avait pas un physique exceptionnel, Brad Daugherty. Il avait un body quand même assez imposant, mais voilà, ça jouait sur la technique, beaucoup de touchés, et je le rappelle, une superbe vision du jeu. Après, c'est un joueur qui est finalement assez peu cité, et c'est pour ça que je le mets 20e de ce classement, tout simplement parce qu'il n'a fait que 8 saisons en NBA. Ça a été un petit peu un gros problème de blessure, notamment une hernie discale qui lui fait terminer sa carrière. Mais par contre, en 8 saisons NBA, il est quand même 5 fois All-Star. Donc super joueur, très technique. Brad Daugherty dans une équipe au début des années 90 de Cleveland, qui est quand même un sérieux client avec Mark Price et Ron Harper notamment. Voilà, on passe au numéro 19. J'ai choisi Robert Horry, Big Shot Rob, 2m6, sorti d'Alabama, et c'est le 11e choix de la draft 92, choisi par les Houston Rockets. Sa ligne de stats, c'est sûrement donc la plus faible de ce top 50 des joueurs sous-estimés. Ligne de stats en carrière à 7 points, 4,8 rebonds, 2 passes décisives, une interception, un bloc. Tout ça avec une moyenne de temps de jeu de 24 minutes. Je le donne, c'est important parce que c'est pas un joueur qui passait 45 minutes sur le parquet. Et les stats à son prime, c'est 12 points, 7,5 rebonds, 4 passes décisives, un peu plus d'une interception et demie et un contre et demi. Dans la comparaison, dans la NBA actuelle, pour ceux qui ont jamais vu jouer Robert Horry, une espèce de Trevor Ariza, plus grand, plus costaud, un peu plus intérieur, mais voilà, un peu dans le même style de jeu. Donc comme je le disais, c'est le joueur qui a les stats les plus faibles de ce top 50, mais par contre il a des bagues plein les doigts, Robert Horry. Voilà, il a eu aussi quand même pas mal de chance parce qu'il a croisé des sacrés joueurs dans sa carrière. Il commence sa carrière à Houston et donc il côtoie Hakeem Olajuwon puis Clyde Drexler. Ensuite il va à Los Angeles et là il côtoie Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Et enfin aux Spurs, il va gagner des titres avec Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili. Donc voilà, belle petite carrière Robert Horry, joueur vraiment all-around, poste 3-4, capable d'un peu tout faire, marquer des points, faire des passes, mettre des contres, intercepter. Et si je le cite dans ce classement, c'est tout simplement pour moi le joueur le plus clutch de l'histoire. Voilà, il a été clutch toute sa carrière. Alors au début on se disait c'est le joueur qui est au bon endroit au bon moment, et puis il a fait ça à Houston, il a fait ça aux Lakers, il a fait ça aux Spurs. Il a toujours été clutch en finale de conf, en finale NBA, etc. Toute sa carrière, il plantait des shoots exceptionnels et qui ont donné des titres à Houston
à Los Angeles et chez les Spurs. Donc c'est voilà un joueur qui aura jamais été franchise player, loin de là, mais au moment où il le fallait, Robert Horry était là pour planter des tirs ultra importants, et c'est le gars qui justement a fait passer des équipes qui étaient des prétendants à réellement titrer. Donc Robert Horry, joueur clutch, il en a mis de partout, que ce soit à Houston contre New York ou Orlando, quand il était chez les Lakers, il a dégoûté Sacramento et Portland. Quand il est passé à San Antonio, il en a mis plein la tronche aux Lakers. Voilà, il a 7 titres NBA, 7 bagues avec 3 clubs différents. Je pense que c'est le seul joueur à avoir un tel palmarès, et surtout sur 3 équipes différentes. Donc voilà, Robert Horry, joueur inoubliable, joueur le plus clutch de l'histoire avec Jerry West et Michael Jordan, mais voilà, il est clairement dans ce top 3, alors que c'est un joueur qui en carrière tourne à 7 points. Un joueur ultra atypique, Robert Horry, mais tous les jours je le prends dans mon équipe si j'ai envie d'aller gagner un titre NBA. On passe au choix numéro 18 et j'ai mis Tyrell Brandon, meneur d'1m80 des Cleveland Cavaliers. Il est sorti d'Oregon et il a été drafté 11e de la draft 91. Il passe 12 saisons en NBA à Cleveland. Gros défenseur, ses stats 13,8 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 3 rebonds et une interception et demie, avec 45% de réussite au shoot et 35,5 à 3 points, ce qui est plutôt pas mal parce que Tyrell Brandon c'était pas vraiment un shooter naturel. Et à son prime, c'est 19,5 points, 9 passes décisives, 3,9 rebonds et 2,2 interceptions. Donc comme je le disais, très gros défenseur, très intelligent en défense, très dur au niveau de ses appuis. Il avait un très beau shoot, alors c'était pas un shooter naturel, mais par contre il avait une très belle mécanique de shoot, Tyrell Brandon. Un joueur qui était quand même un slasher, qui rentrait beaucoup dans la raquette, qui jouait pas mal sur des feintes pour éliminer ses adversaires. Donc il a commencé sa carrière en backup de Mark Price. Et puis il a pris le relais dans les années 90. C'était un joueur qui était quand même ultra spectaculaire, mais qui était quand même introverti. Il avait pas, on n'avait pas l'impression que c'était une star NBA. D'ailleurs, ça n'a jamais été une star NBA par rapport à son côté introverti. Par contre, clairement entre 95 et 99, pour moi c'est l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Il fait pas un bruit et ça passe, des interceptions, des shoots quand il faut. Il est vraiment intelligent dans la gestion du ballon. Donc c'est un vrai meneur, très rapide, all around. Il pouvait faire un peu de tout. Après il a joué dans des équipes quand même relativement moyennes et il n'a pas explosé en termes de moyenne de points, tout simplement parce qu'il jouait dans une équipe Cleveland qui était ultra défensive au milieu des années 90. Il shootait au bout de 23 secondes, voilà, donc ça n'a pas favorisé son compteur points, mais c'est un joueur vraiment méconnu, Tyrell Brandon, et vraiment je l'admirais. C'est un joueur très propre. Voilà, on va passer au numéro 17. Alors je sais plus où il est dans mes fiches, le numéro 17, et c'est Lamar Odom. Lamar Odom, joueur de Rhode Island, qui a joué entre 2000 et 2013, joueur de 2m8 qui jouait ailier, plutôt power forward, drafté par les Clippers au départ. Ses stats en carrière, c'est 13,2 points, 8,4 rebonds, 3,7 passes, 46% de réussite et 31% à 3 points, ce qui est plutôt pas mal. Et à son prime, 17,2 points, 10,6 rebonds, pratiquement 6 passes décisives, une interception par match et un contre et demi. Donc voilà, c'est un joueur qui est arrivé en NBA avec l'étiquette un petit peu du nouveau Magic Johnson. Et au final, bon, il fait pas du tout la carrière qu'on attendait de lui. On pensait que c'était un espèce de meneur très grande taille XXL, parce qu'il avait joué meneur à Rhode Island à l'université. Mais au final, c'est pas au poste de meneur, même s'il a un peu commencé comme ça avec les Clippers. Bon, ben tout doucement, il a regagné son poste naturel, poste 3-4. Voilà, c'est une espèce quand même de point forward, joueur qui lançait les attaques, mais plutôt poste 3-4. Voilà, c'était un joueur qui a
feeling pour le jeu assez exceptionnel, un gaucher fabuleux. Voilà, des grandes inspirations, pas du tout égoïste, qui trouvait toujours des super passes, qui était capable, avait un premier pas quand même assez tonitruant pour sa taille, puisqu'en fait c'était voilà, un joueur qui avait le corps d'un ailier fort, mais la mentalité d'un arrière ou d'un meneur de jeu, donc voilà, il était capable sur le premier pas d'exploser ses vis-à-vis, d'aller mettre des dunks hallucinants. D'ailleurs, pendant les finales contre Orlando, il en met un exceptionnel. Voilà, c'était un joueur qui était capable de faire un peu tout sur un parquet, qui a été victorieux avec les Lakers de Kobe Bryant face à Boston et Orlando. Il est plutôt très important dans la conquête du titre contre Orlando, un peu moins contre Boston. Et là où c'est un scandale, et c'est pour ça que je le mets dans ce top 50, c'est qu'il n'a jamais été All-Star. Incroyable, Lamar Odom, pourtant il avait un jeu ultra flashy, voilà, ça collait par rapport à une sélection au All-Star Game. Jamais All-Star, Lamar Odom, il a quand même été meilleur 6e homme de la saison en 2011, mais c'est tout, il a quand même 2 titres de champion, ultra influent dans son équipe des Lakers, et voilà. Et puis derrière, en fin de carrière vraiment gâché, puisque les Lakers l'ont échangé à Dallas suite à un trade refusé par David Stern, on s'en rappelle, pour Chris Paul. Du coup, les Lakers forcent quand même un trade à Dallas, et franchement voilà, c'est la fin de sa carrière. Il s'en remet pas, vraiment il rentre dans une forme de dépression, il touche à la cocaïne, et puis c'est la fin de sa carrière, alors qu'il était vraiment installé chez les Lakers. Il avait vraiment son poste, c'était pas le franchise player, mais le gars qui était capable d'être le liant dans ce collectif qui dominait quand même. Et du coup, il l'envoie à Dallas, et terminé, rideau pour Lamar Odom. Et c'est bien dommage, parce que c'était vraiment un joueur magnifique. Lamar Odom, c'est mon choix numéro 17. Place numéro 16, attention, David Thompson, Monsieur Skywalker. Sorti de North Carolina State University, joueur de 1m93. Attention, les stats, ça va piquer. Stats en carrière, 22,7 points, 4 rebonds, 3,3 passes à 50% de réussite pour un gars qui joue à Exeter. C'est énorme. Et les stats à son prime, 31,6 points, 4,9 rebonds, 4 passes et demi, une interception et demie et 1,2 contre, je rappelle, 1m93, David Thompson. Donc il a commencé sa carrière en ABA, la ligue concurrente à la NBA, pour une seule année, et pour ensuite aller en NBA. Il a été le finaliste du premier concours de dunk, finaliste face à Julius Erving. Donc c'est un combo, deuxième arrière, vraiment monté sur ressort, un marsupilami, une détente, une explosivité incroyable, David Thompson. Une espèce de compromis entre Russell Westbrook et Steve Francis. Alors largement meilleur que Steve Francis. Mais voilà, dans le type de joueur, ça ressemble à ça. Il faisait vraiment exploser les défenses grâce à sa détente, et aussi une créativité proche du cercle, hors du commun. Voilà, c'est un des joueurs les plus appréciés et les plus influents dans la carrière de Michael Jordan. D'ailleurs, Thompson a fait le discours d'intronisation de Michael Jordan au Hall of Fame, donc ça classe quand même le joueur, parce qu'il a donné envie à Michael Jordan de dominer ce sport. Il y a 2 joueurs comme ça qui ont motivé Jordan, c'est Julius Erving et donc David Thompson. Donc voilà, la pure classe, un style de fou. Voilà, s'il est peu cité parmi les meilleurs deuxième arrière de tous les temps, parce qu'en termes de niveau de basket, il n'y a pas de souci, il fait partie des tout meilleurs. Après, il n'a pas une énorme et longue carrière NBA, 9 saisons simplement, beaucoup de blessures dues à une hygiène de vie pas terrible. Voilà, c'était un toxico notoire, pas très sérieux, et à noter, il se blesse au début des années 80, 83, 84, quelque chose comme ça. Il se blesse au Studio 54. Alors monsieur, il se blesse pas à l'entraînement ou en match, il se blesse dans la plus grande boîte de New York. Voilà, c'est un peu dommage, parce que ça vient ternir sa carrière, puisque derrière
rideau, ça joue plus, hein, David Thompson, à cause de sa blessure. Il reviendra jamais. Et voilà, c'est bien dommage parce que c'est un énorme joueur. Je donne son palmarès: 5 fois All-Star, 2 fois All-NBA, Rookie de l'année 76, 2 fois MVP du All-Star Game et élu au Hall of Fame. Donc voilà, il a quand même une très très belle carrière, David Thompson. Mais quand on cite les meilleurs deuxième arrière de tous les temps, il n'est jamais cité David Thompson. On va continuer avec le numéro 15, excusez-moi, je reprends les fiches, j'essaie de les classer et de les avoir dans l'ordre. On doit être au numéro 15 et je l'ai plus, le numéro 15. Donc voilà, c'est très bien. De mémoire, le numéro 15, c'est l'ancien joueur de Dallas, Mark Aguirre. Excusez-moi, un peu moins de 2 mètres, ailier de DePaul, premier pick de la draft 81, 3 fois All-Star, 14 saisons NBA. Je dote ces stats parce que c'est assez énorme: 20 points en carrière, 5 rebonds, 3 passes décisives, 48% au shoot et 31 à 3 points. Les stats à son prime, c'est 29,5 points, 6,3 rebonds et 4,6 passes décisives. Donc il fait 8 saisons à Dallas où statistiquement il est énorme, il aurait dû être All-Star tous les ans. Ça n'a pas été le cas puisqu'il n'en a eu que 3 de sélection All-Star. Ensuite il est transféré à Détroit contre Adrian Dantley. Donc beaucoup de qualité, notamment au niveau du scoring, parce que c'est vrai que c'était un peu un trou noir quand même, Mark Aguirre. On lui filait le ballon, on le revoyait pas. Voilà, c'était un physique assez puissant, joueur assez costaud. Il pouvait poster quasiment tous les joueurs par rapport à son physique, même des joueurs plus grands, même si Dominique Wilkins le défendait, il arrivait quand même à le jouer vraiment d'une propreté incroyable. Pouvait shooter à 4-5 mètres, ça fait ficelle, très propre. Voilà, dès sa 3e saison, il tourne à quasiment 30 points dans un trio oublié aussi, sous-estimé, un trio à Dallas avec Derek Harper et Rolando Blackman. Ensuite, quand il part à Détroit, il se met un peu plus au diapason du collectif, il monte d'un cran en défense. De toute façon, il était obligé, parce que les Pistons, c'est je pense, la meilleure défense all-time, les Bad Boys. Et donc il monte d'un cran en termes de défense, il est là, même si c'est pas sa qualité première, il continue à mettre des points, mais voilà, il est un peu plus collectif, il est dans un autre rôle, il est plus le franchise player. Si je devais le comparer, je le comparais plutôt à Paul Pierce. Paul Pierce, qui est souvent cité dans le top 10 des meilleurs ailiers de tous les temps. Eh ben, on va prendre ses stats à carrière un petit peu pour regarder. Paul Pierce c'est 19,7 points, Aguirre c'est 20 points par match. Paul Pierce c'est 5,6 rebonds, Aguirre c'est 5 rebonds par match. Et puis 3,5 passes décisives pour notre ami Paul Pierce. Eh ben, c'est 3,1 pour Mark Aguirre, avec un pourcentage qui est meilleur, puisqu'il a tourné à 48%, alors que Paul Pierce était à 44%. Donc voilà, Paul Pierce, il n'y a pas de souci, il est dans le top 10 all-time. Mark Aguirre, on l'oublie. Et alors qu'il a quasiment les mêmes stats en carrière pour un volume d'années sensiblement identique. Et Aguirre, c'est pas un joueur qui a joué dans des petites équipes, parce que Dallas avait une sacrée bonne équipe dans les années 80, et puis après avec les Pistons, eh bien il prend 2 titres. Donc Aguirre, vraiment joueur à respecter et totalement oublié. On passe au numéro 14, et j'ai choisi quand même une légende avec Kevin McHale, qui a passé sa carrière entre 80 et 93. Il est arrivé du Minnesota, c'est un ailier fort de 2,8 m, 3e pick de la draft 80. Je l'avais rencontré dans un top précédent. Il vient en fait du choix des Warriors. Il l'avait échangé en compagnie de Robert Parrish pour un paquet de cacahuètes, et du coup les Boston Celtics se retrouvent avec Robert Parrish et draft, grâce au choix des Warriors, Kevin McHale. Énorme. Les stats en carrière de Kevin McHale, c'est 17,9 points, 7,3 rebonds, un peu plus d'un contre et demi, à 55,4% de réussite. Et à son prime, 26 points par match, 9,9 rebonds, pratiquement 3 passes décisives et 2,3 contre. Donc c'est un joueur assez grand, assez long, plutôt fin, mais très dur, très malin, vicieux, beaucoup de trash talking.
il avait de grosses qualités, a joué toute sa carrière sur sa technique parce que voilà, physiquement c'était pas exceptionnel, mais proche du panier, c'est extrêmement propre. On le voyait souvent faire des moves un petit peu dos au panier avec une espèce de crochet comme ça pour finir proche du cercle. C'est impeccable. Dans ses prises de position, si vous avez l'occasion de regarder un petit peu des matchs des Celtics des années 80, regardez-le se battre pour avoir le ballon là où il le voulait. Il y arrivait tout le temps. Peu importe qui le défendait, il arrivait à prendre des positions. Donc c'est un modèle du genre au niveau de ses prises de position proche de la raquette. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs dos au panier de l'histoire. Si j'ai dans les 10 dernières secondes un ballon à filer à l'intérieur en isolation dos au panier, je le donne à Kevin McHale. Voilà, donc il a passé 13 saisons en NBA, 13 fois participé aux playoffs, 7 fois All-Star, une fois dans la meilleure équipe de l'année, 3 fois dans les meilleures équipes défensives, 2 fois meilleur 6e homme puisqu'il a commencé ses 5-6 premières années en étant 6e homme des Celtics. Après il prend place dans le 5 majeur, il est 3 fois champion, donc je peux pas le mettre plus haut par rapport à son palmarès, à sa reconnaissance. Mais voilà, quand on cite les meilleurs ailiers forts de l'histoire, Kevin McHale, il est quand même un petit peu oublié parce que il évoluait aussi dans un trio avec Larry Bird et Parrish et bien d'autres. Il y a beaucoup de qualité chez les Celtics, donc voilà, c'était pas forcément le franchise player. Je pense que s'il avait été dans un club un peu moins huppé en étant franchise, quand on pense qu'il tourne quand même sur une saison à 26 points, il aurait pu aller taper très haut, et tout ça sur sa technique. Donc ce gars, c'était un peu l'anti-Bird parce qu'il était vraiment totalement différent de Larry Bird. D'ailleurs, franchement, il pouvait pas se saquer. Voilà, 2 joueurs dans la même équipe qui ont remporté des titres et qui pouvaient pas se blairer parce que Bird, c'était un esthète du basket, un gars qui réfléchissait le basket, qui travaillait beaucoup le basket. Et Kevin McHale, il n'avait rien à faire. Lui, pour les entraînements, c'était pas trop son truc. Il sortait beaucoup, ça buvait de la bière, etc. Mais par contre, quand les deux entraient sur le terrain, il y avait une connexion basket entre les deux, et c'est comme ça qu'ils ont gagné des titres. Voilà, donc Kevin McHale, je peux pas le mettre plus haut parce qu'il a quand même une belle reconnaissance, mais voilà, pour moi, il est rarement cité parmi les meilleurs ailiers forts de l'histoire, et pourtant, franchement, c'est le cas. Voilà, donc là on était au numéro 14, on va passer à mon 13e choix. Il s'agit de Nate Thurmond, pivot de 2m11 qui a joué entre 64 et 77. C'est le 3e choix de la draft 63, drafté par les San Francisco Warriors. Ses stats en carrière, c'est 15 points, 15 rebonds, 2,7 passes décisives et 42% de réussite au shoot. Alors c'est pas exceptionnel, c'est franchement pas un shooter, notre ami Nate Thurmond, mais pour le reste c'est vraiment du lourd. Et les stats à son prime, 22 points, 21,2 rebonds, 4,2 passes, donc très bon passeur Nate Thurmond, et pratiquement 3 contres par match. Donc identifié comme joueur des Warriors, il a passé quasiment toute sa carrière, après il était à Cleveland, mais voilà, vraiment identifié joueur des Warriors. Il joue dans une période dans laquelle il va se retrouver face à Will Chamberlain, face à Kareem Abdul-Jabbar, face à Wes Unseld, à Bellamy, à Cowens. Donc tous les soirs, il se prend un gros pivot dans la tête et il tient le coup, et pas qu'un peu. Donc c'était un joueur qui était très grand, très long, délié, mais assez costaud, assez massif quand même, avec des bras interminables, une vraie pieuvre. C'est grâce à ça qu'il avait un niveau de défense vraiment exceptionnel. Et donc, pour moi, avec Bill Russell, c'est le meilleur pivot défenseur all-time. Voilà, il y avait un petit peu un physique à la Will Chamberlain, plus petit quand même, mais voilà, dans ce niveau de physique vraiment très dur. Et voilà, si on regarde un petit peu ses stats en carrière, si on élimine Will Chamberlain et Bill Russell qui sont quasiment intouchables, eh bien c'est lui qui est le meilleur performeur en termes de rebond de l'histoire.
Voilà, on enlève les moyennes de Chamberlain et de Russell. C'est le meilleur pivot rebondeur de l'histoire avec donc plus de 21 rebonds sur une saison. Mais il en a fait plusieurs comme ça, à 18, à 19. Donc c'est vraiment énorme. Et donc c'est une légende clairement oubliée quand on voit des top 10, top 20 des meilleurs pivots all-time. Nate Thurmond est très souvent oublié. Et en plus de ça, je suis obligé de le mettre dans ce top parce qu'il est l'un des 4 seuls joueurs à avoir réussi un quadruple double. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est plus de 10 unités dans 4 catégories statistiques. Il y en a 4 dans l'histoire qui l'ont fait. Je vais les citer: David Robinson, Hakeem Olajuwon, Alvin Robertson et donc Nate Thurmond. Et à ce titre, je suis obligé de le citer. Joueur totalement oublié, Nate Thurmond. Donc on va continuer et on arrive au numéro 12 et j'ai choisi Mike Bibby, meneur entre 99 et 2012, joueur d'Arizona, champion universitaire d'ailleurs avec Arizona. Il est drafté deuxième choix en 98 par les Vancouver Grizzlies. Hop, il est là le maillot de Mike Bibby. Plus de 1000 matchs en carrière, 1001 matchs exactement, 14,7 points, 3,1 rebonds, 5,5 passes décisives, à 44% de réussite et 38% à 3 points. Ça, c'est un très très bon niveau de shooting à 3 points. Et les stats à son prime: 21,1 points, 4,2 rebonds, 8,4 passes décisives et un peu plus d'une interception et demie. Donc après une grosse carrière universitaire avec les Wildcats d'Arizona, il débarque aux Grizzlies et on voit un joueur quand même très cérébral avec un QI basket bien au-delà de la moyenne. Et je me souviens qu'à l'époque de sa draft, les Grizzlies avaient dit qu'ils avaient été impressionnés pendant les workouts. Bon, évidemment, de son talent de basketteur, évidemment, mais ils font beaucoup de tests de QI, d'évaluation psychologique, et il était ressorti à un niveau exceptionnel, un niveau de coach NBA, avec également, il en ressortait qu'il avait énormément de sang-froid, capable de gérer des situations de crise. Donc voilà, il les avait bluffés, c'est pour ça qu'il avait choisi deuxième choix de cette draft-là. Tant il les avait époustouflés. Donc c'était un joueur avec un jeu très structuré, vrai meneur de jeu, qui pense d'abord à passer le ballon, mais qui était capable de tout sur un terrain, parce qu'il analysait très très bien le jeu. Donc si son équipe avait besoin de planter à 3 points, il était capable de le faire en pull-up jumper. Il pouvait sortir d'un écran aussi, capable de se lâcher, d'attaquer le cercle. Donc voilà, très très complet, Mike Bibby, transféré des Grizzlies chez les Sacramento Kings contre Jason Williams, et dès son arrivée, en fait, il transforme les Kings, qui étaient une bonne équipe, voilà, qui visait les playoffs, pas plus que ça. Il les transforme en véritable candidat au titre NBA. Et bon, même s'il va pas en chercher un avec les Kings, la faute aux Lakers, c'est un arbitrage un peu douteux. Voilà, réellement, il les a fait passer un palier. Et rien que pour ça, je suis obligé de citer Mike Bibby. Puis en plus, il était très clutch. Il n'y a pas de souci, quand il fallait un 3 points dans les dernières secondes, il était capable de le mettre. Voilà, et puis c'est un gars qui a jamais été All-Star, donc je suis obligé de le citer. Au 12e choix, Mike Bibby, pas All-Star, meneur d'un top club NBA pendant plusieurs années. Après, c'est vrai qu'il a souvent été blessé, il a pas fait souvent des saisons complètes. Alors, il en a fait, mais c'est vrai que sur la deuxième partie de sa carrière, il fait plutôt 50-60 matchs par an. C'est peut-être ce qui l'a empêché d'être All-Star. Mais voilà, fabuleux joueur, puissant, avec un super handle, capable de crosser tout le monde avec des gros appuis. Il peut créer son shoot. Voilà, joueur tip-top, Mike Bibby. Et puis je vais terminer ce top par le 11e choix, et Fat Lever, Lafayette Lever, joueur de 1m90, meneur de jeu. 11e pick de la draft 82, drafté par Portland, puis échangé 2 ans après il me semble. Les stats en carrière: 13,9 points, 6 rebonds, 6,2 passes décisives. Et les stats à son prime, attention, 19,8 points, 9,3 rebonds pour un meneur, c'est terrible, et 8 passes décisives. Il a été 2 fois All-Star dans sa carrière, il a été une fois All-Defensive Team également.
Donc c'est clairement l'un des joueurs, des meneurs pardon, les plus complets de l'histoire. Le seul à avoir des stats à la Magic Johnson. Voilà, il n'y en a pas 50, il n'y a que Fat Lever qui se rapproche de ce niveau au rebond, à la passe. Voilà, il a 43 triple-double en carrière, c'est le 8e all-time. Il est devant des joueurs comme Bob Cousy, Havlicek, devant James Harden. Voilà, il en a fait un bon paquet de triple-double. Il avait quelque chose d'incroyable, notamment au rebond. C'était un super meneur de jeu qui envoyait des super passes décisives, mais incroyable au rebond parce qu'il n'avait pas non plus une détente exceptionnelle. Voilà, il n'avait pas la détente de Russell Westbrook, donc il avait un sens de l'anticipation au rebond sur sa rapidité à aller gicler vers le ballon. Et donc il était souvent en fait le meilleur rebondeur de son équipe alors que c'était un meneur de jeu. Et puis au-delà de ça, c'était un super défenseur, très malin, capable de récupérer beaucoup de ballons. En plus il était super créatif, vraiment spectaculaire avec le duo avec Alex English, un des joueurs les plus flashy des années 80 et puis franchement oublié, voilà. Il a des stats vraiment terribles, quoi. 14 points, 6 rebonds, 6 passes, dans une carrière quand même relativement longue, et toujours oublié, voilà. Et des stats quand même à la Magic Johnson, à la Jason Kidd. Voilà, ces deux-là, ils sont cités parmi les meilleurs meneurs all-time. Et puis Lafayette Lever, on l'oublie complètement. Je dis pas que c'est le meilleur meneur de tous les temps, mais voilà, il est super oublié, alors que Fat Lever pendant les années 80, et en plus dans une équipe de Denver qui était sympa à avoir joué et quand même qui a réussi de belles performances en playoff. Voilà, complètement oublié. Fat Lever, c'est mon 11e choix de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve pour le top 10, la dernière vidéo de ce top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. À très bientôt les amis!